Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, je suis très honoré de cette invitation à partager avec vous cette lecture sur l'évolution du traitement des lymphomes non-Hodgkiniens. Vous savez qu'on a fait énormément de progrès dans ces 20 dernières années, et le traitement de ces cancers a complètement changé. Quelques mots sur les lymphomes. C'est une maladie très hétérogène, c'est un cancer très hétérogène, et comme vous le voyez sur cette diapositive, il n'existe pas un lymphome, mais des lymphomes, la majorité étant des lymphomes à partir des cellules B, mais un certain nombre étant des lymphomes à partir des cellules T, 10 à 15% environ. Donc il y en a qui sont très fréquents, comme les lymphomes diffus à grande cellule B, ou les lymphomes folliculaires, et d'autres beaucoup plus rares, comme les lymphomes de cellules du manteau, les lymphomes lymphocytiques et les lymphomes T en particulier. Donc je vais essayer de couvrir, c'est pas facile en une demi-heure, de couvrir le traitement de toutes ces entités. Surtout qu'il n'existe pas, même il y a des sous-entités importantes. Si on prend par exemple l'exemple des lymphomes B, grande cellule, vous voyez les sous-types qui sont reconnus dans les lymphomes à grande cellule B uniquement. Donc, et toutes ces entités sont définies sur des anomalies génétiques et immunohistochimiques. Ce n'est pas simplement des visions d'anatomopathologiste, mais c'est des entités qui existent et qui ont des bases définies. Donc il est très difficile actuellement de résumer le traitement de toutes ces entités, surtout qu'un certain nombre de traitements sont spécifiques d'une entité. On ne fait pas le même traitement dans les lymphomes différents de cellules B, que dans les lymphomes folliculaires, ou dans les lymphomes T. Donc par contre, dans les lymphomes à grande cellule B, même s'il y a beaucoup d'entités, pour le moment, on ne sait pas s'il faut les traiter différemment. Et pour l'instant, tous les patients sont traités par elles, mais il y a quelques idées pour sélectionner des patients plus ou moins avec des traitements plus ou moins différents. Donc c'est ce que je vais vous présenter, donc, les progrès sur les traitements standards qui étaient le choc. Là, le choc a été décrit en 1969, donc ça nous fait 40 ans en arrière. Les essais d'augmentation de dose, intensité, jusqu'à la fin du siècle dernier, et l'apparition, à partir de fin de 1998, des anticorps monoclonaux, nus, en particulier comme le rituximab, puis le développement des anticorps conjugués quelque chose, qui a d'abord été lent, avec la radioimmunothérapie, puis les immunotoxines, et maintenant des médicaments directement qui sont dirigés contre certaines anomalies, certaines enzymes du cycle cellulaire, certaines protéines qui commandent ce cycle cellulaire. Et je dirai un mot à la fin sur les très vieux patients, parce que nous, durant ces 30-40 ans, on a vu tous vieillir, et il y a de plus en plus de patients qui ont plus de 80 ans, qui auront des lymphomes et qui posent des problèmes spécifiques, parce qu'on ne peut pas avoir tous les traitements à cet âge. Donc, si on regarde ce qui est les facteurs pronostiques, et il y a l'âge, essentiellement les jeunes, les un peu plus vieux et les très vieux. Et le facteur important à ce niveau-là, c'est le fait que quand on vieillit, on a d'autres maladies. On a le diabète, l'hypertension, tout d'autres maladies qui existent avant le lymphome ou qui se développent après le lymphome, qui sont indépendants du lymphome, mais qui compliquent la thérapeutique. Et c'est pour ça que l'âge est important. L'index pronostique international a été décrit en 91-92 et il est toujours d'actualité, c'est toujours le principal facteur pronostique. Donc, il est basé sur des signes clinico-biologiques comme le stade, le taux de LDH et l'état général du patient. C'est des scores tout à fait simples à faire au pied du malade, mais toujours d'importance. Et vous voyez avec les traitements modernes que c'est en fait en fonction du nombre de facteurs pronostiques
péjoratif, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le pronostic n'est pas du tout le même. La différence, ça c'est des courbes de patients qui ont été traités avec du rituximab en combinaison avec la chimiothérapie. La différence qu'a apporté le rituximab, c'est que les courbes sont plus hautes, plus près des 100% qu'il y a une vingtaine d'années. Alors, comment choisir le bon traitement en face d'un patient? C'est toujours difficile. Il n'y a pas de bonne recette. Il faut tenir compte du patient, l'âge, comme je disais, des maladies associées, de ce que souhaite le patient, et aussi du lymphome, donc de son type, des facteurs pronostiques associés, et de plus en plus de l'étude d'origine. Vous savez qu'on dit lymphocytes, il y a des lymphocytes B et lymphocytes T, mais à côté de ça, chaque catégorie de lymphocytes il y a des sous-catégories de lymphocytes B, des sous-catégories de lymphocytes T, et donc des lymphomes de chaque sous-catégorie qui font qu'à la sortie, on a beaucoup de cas différents. Il faut tenir compte de ça. Par exemple, on a dans les lymphomes diffus à grande cellule B des cellules centrofolliculaires, c'est-à-dire qui viennent du centre germinatif, et des cellules qu'on appelle ABC, qui viennent d'ailleurs que le centre germinatif. On tient compte de ça aussi. Ce qui est important dans le lymphome, c'est d'obtenir une rémission complète avec le premier traitement. On a beaucoup de difficultés à rattraper, à faire un traitement de rattrapage adéquat et qui permet de guérir le patient après une rechute. Donc, ce qui est important, c'est si on veut guérir des malades, et on peut guérir des malades, c'est ça le message actuel, c'est qu'on doit, quand on a un patient, on doit penser comment je vais le guérir. Le traitement vise à guérir le patient et il vise à guérir avec la première traitement. Si on n'est pas en rémission complète, on va rechuter, et si on rechute, on n'est pas très bien rattrapé. Il y a un rattrapage immédiat, c'est-à-dire qu'on peut vivre quelques années, mais on va de toute façon mourir du lymphome sans être guéri. Et c'est vrai dans la plupart des lymphomes. Et c'est pour cette raison que j'appelle volontiers le traitement du lymphome, c'est one-shot cancer. C'est-à-dire qu'on peut traiter et on guérit avec le premier traitement. Quelques exemples, c'est des malades qui ont un lymphome diffus à grande cellule B, des patients jeunes qui ont une chimiothérapie qui a été décrite au niveau du GENA en 1984 avec l'adjonction du R à partir de 2000 et vous voyez qu'actuellement la survie globale de ces patients est de 88%, ce qui est un bon score. On n'est pas tout à fait au niveau des lymphomes de Hodgkin, mais presque. Et si vous avez en rouge la courbe de survie sans progression, c'est-à-dire que les malades rouges, un certain nombre vont rechuter, et la différence entre le rouge et le bleu, c'est les malades qui ont été rattrapés par le traitement de la rechute. Et vous voyez que la différence est minime et qu'il n'y a pas de rattrapage réellement efficace, c'est-à-dire un jour ou l'autre, ces malades qui rechutent vont décéder. Ce qui est important, c'est vrai aussi dans les lymphomes folliculaires, vous avez là, en fonction du traitement de la première ligne, les malades en bleu qui ont obtenu une rémission complète et les malades en vert qui ont obtenu une rémission partielle. Vous voyez que ceux qui ont obtenu une rémission partielle vont rechuter plus fréquemment. Le lymphome folliculaire est différent du lymphome diffus à grande cellule B. Ça, c'est des malades qui n'ont pas été traités avec du rituximab, donc les résultats sont plus mauvais. Mais actuellement, on a beaucoup plus de mal à guérir. Vous voyez, il y a un ébauche de plateau qui se fait très tardivement, après 15 ans, et ces malades ont tendance à rechuter continuellement. C'est moins vrai, vous verrez plus tard, maintenant avec les traitements modernes, mais il reste moins facile de guérir un malade qui a un lymphome folliculaire qu'un lymphome diffus à grande cellule. Et ça, c'est vrai si on se base aussi sur des techniques modernes, comme le scanner de type PET, pour définir la rémission complète. Vous voyez ici, c'est des malades folliculaires, et en fonction de qui ont eu un examen alors qu'ils se sont dit en rémission complète clinique, c'est-à-dire qu'on voit avec le scanner standard, on ne voit plus rien, mais avec le PET, un certain nombre garde une fixation.
une fixation pathologique, les malades en rouge, et vous voyez que la survie de ces malades en rouge n'est pas du tout la même que ceux des malades en bleu. Ce qu'on peut dire, et c'est important dans l'info, c'est qu'on définit une rémission complète basée sur un certain nombre de moyens modernes de définir qu'il n'y a plus de cellules pathologiques. Mais en fait, on sait qu'un certain nombre de ces malades gardent encore des cellules pathologiques. Même les malades PET négatives en bleu continuent à rechuter. Donc on sait qu'il existe entre la rémission complète qu'on peut définir avec nos moyens et l'absence de cellules pathologiques, il y a un intervalle, et on ne sait pas pour l'instant comment voir ces cellules qui persistent. Donc, n'être en rémission complète, il y en a un certain nombre qui sont guéris, mais pas tous, certains rechutent. La magnitude de la rémission est importante, mais on n'a pas d'examen pour définir l'importance de cette rémission complète pour le moment. Donc le traitement standard dépend du type de lymphome, mais il est certain que dans la majorité des cas, il y a de l'association du choc, donc c'est de l'endoxan, de la doxorubicine, de l'ocovin et des corticoïdes, traitement qui a été décrit en 1969, tel que je le disais, plus le rituximab, c'est le traitement standard qui est appliqué, qui donne le meilleur résultat pour la majorité des cas. Ce n'est pas le cas pour tous les sous-types, donc dans certains autres sous-types, d'autres traitements sont meilleurs. Et ce traitement, cette chimiothérapie de type choc a été prouvé comme étant, donnant des résultats au moins identiques à tout ce qu'on pouvait faire de plus toxique et de plus compliqué, mais qui était... Ça, c'est un essai américain qui date d'une quinzaine d'années et qui comparait à cette époque le choc à d'autres chimiothérapies plus complexes, plus lourdes, plus toxiques. Et vous voyez qu'à la sortie, il n'y avait pas de différence entre ces différents traitements. Et ça aussi, ça vous donne la référence de base. Vous voyez que c'est ça c'est un essai qui a été publié en 1993. À l'époque, on pouvait dire qu'on guérissait environ une trentaine de pourcents des lymphomes à grande cellule B. Je vous ai montré une courbe au début où on est près de 90% actuellement. Vous voyez le chemin accompli. Et je vais vous montrer comment on a pu accomplir ce chemin dans le... Donc pour essayer d'améliorer le choc c'est une chimiothérapie qui se fait tous les 3 semaines, 6 ou 8 fois de suite, donc en 4 mois. Et certains ont proposé de faire du choc condensé, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, ou de le faire toutes les 3 semaines. Et avec des essais randomisés, qui semblait montrer que c'était intéressant, mais là, ce n'était pas une comparaison entre le choc 14 et le choc 21. Il y a le rituximab associé, je reviendrai sur les anticorps monoclonaux, et vous voyez qu'il semblait que le choc 14 était faisable. C'est malheureusement pas tout à fait vrai, puisque derrière, il y a eu 2 essais randomisés, l'un français et l'autre franco-belge, dirons-nous plutôt, puisqu'il a été fait par l'ISA, l'ISA étant un groupe qui est essentiellement franco-belge. Donc cet essai qui comparait le choc 14 et le choc 21, et également les Anglais ont fait un essai identique dans la même période, comparant également le choc 14 et le choc 21, et les 2 essais ont montré qu'en fait, il n'y avait pas de différence. Il est toujours important, et tous les progrès du lymphome qui ont été obtenus durant ces 20 dernières années ont toujours été obtenus dans des essais comparatifs, des essais de phase 3 qui comparent le standard avec le nouveau traitement. Et ça reste une base pour nous de travailler sur ces essais de phase 3, même si c'est de plus en plus difficile et il faut de plus en plus de malades car on guérit de plus en plus de patients. Et c'est la base pour réellement raisonner et faire des progrès. Donc, ça, c'est les résultats de l'étude française. L'étude anglaise a montré exactement la même chose. Pas de différence entre que ce soit en survie sans progression ou en survie globale. Donc l'hypothèse était intéressante. C'est-à-dire si on fait plus, si on condense plus, si on attaque plus fréquemment la tumeur, on fait mieux. C'est ce qu'avaient supposé les Allemands, pas très loin de chez nous, puisque le principal investigateur est à Aix-la-Chapelle. Mais malheureusement, 2 essais ont montré que c'était pareil. On peut dire maintenant qu'il n'y a pas de différence. Certains médecins peuvent préférer de faire un traitement plus condensé
chez des sujets en parfait état, d'autres toutes les 3 semaines chez des sujets un peu vieux, un peu plus fragiles, mais le même résultat est attendu. D'autres, et ça a été le cas du GELA et du LISA secondairement, on préférait essayer de faire une chimiothérapie plus intensive, c'est-à-dire pas uniquement plus condensée, mais avec des doses de traitement plus importantes. Et dans cette chimiothérapie de type qu'on appelle ACVBP, qui est fait tous les 14 jours au début, donc toutes les 2 semaines, il y a aussi des doses d'endoxan qui sont 2 fois supérieures à la dose standard, d'endoxan de choc. La dose d'oxorubicine est 1,5 fois supérieure, et ainsi de suite. Donc c'est des traitements plus lourds, plus toxiques, mais qui nous donnent des résultats meilleurs. Et on a testé dans un essai qui correspond à ces malades rouges. C'est un essai allemand qui montre bien que si on a 0 facteur pronostic, c'est les patients verts, avec le choc, on a des très bons résultats. Vous voyez, des résultats autour de 90% de guérison. Et les malades rouges, c'est des patients qui ont un facteur de mauvais pronostic. Pas énormément, seulement un. Vous voyez que les résultats avec le choc sont beaucoup moins bons. Donc on a pris ces malades avec un facteur de pronostic et on les a traités par le RACVBB et le R-choc. Ce qui est important, si on regarde le taux de rémission complète, il est identique. Et je reviens sur ce que j'ai dit au début, la rémission complète, c'est pas tout, c'est pas un bon marqueur de la survie globale. Et là, si on regarde si les taux de rémission complète est identique, la différence, que ce soit en taux de survie sans progression, de survie en rémission complète ou de survie globale, il y a une différence significative en faveur de la chimiothérapie la plus lourde qui est en bleu. Le rouge, c'est le R-choc. Et là, on revient encore sur tous ces patients sont en rémission complète, et ça n'empêche qu'il y en a un certain nombre qui vont récidiver. Donc on ne sait pas reconnaître ceux qui vont récidiver, et quand on fait plus, on est peut-être un peu plus toxique, mais on guérit statistiquement beaucoup plus de malades. Donc dans certains cas, le choc n'est pas suffisant. D'autres ont encore essayé de monter plus haut, et ça c'est la fin des années 80, début des années 90, c'est de faire ce qu'on appelle une autogreffe en première ligne. L'autogreffe, ce n'est pas intéressant par la greffe en elle-même. La greffe, c'est une super transfusion qui sert à diminuer l'aplasie qu'on obtient après une chimiothérapie beaucoup plus intensive. Ce qui est important, c'est cette chimiothérapie plus intensive, qu'on appelle high-dose chémothérapie en anglais, et qui permet de détruire, l'hypothèse, c'est de détruire les cellules résiduelles qui font que le patient va rechuter. Alors vous voyez qu'avant l'ère du rituximab, de ces anticorps monoclonaux, les résultats de l'autogreffe étaient très discutés. C'est une étude, donc une méta-analyse, et vous voyez qu'il y a pour certains groupes, il y a un résultat positif, et pour d'autres, il y a un résultat négatif, c'est-à-dire que le contrôle sans autogreffe fait mieux. En fait, la différence entre toutes ces études, c'est que quand on obtient des résultats meilleurs, c'est-à-dire qu'ils font l'autogreffe n'était fait que chez des malades sélectionnés, c'était des malades en rémission complète après la chimiothérapie initiale. Et les études qui montrent un résultat négatif étaient des malades tout venant, c'est-à-dire les malades en rémission complète, mais également en rémission partielle, où les malades non répondeurs étaient greffés. Et c'est la différence. En fait, c'était très discuté, et il n'y a jamais eu de standard pour savoir si l'autogreffe en première ligne était importante ou pas. Un certain nombre d'études ont tout de même montré que l'autogreffe était meilleur que le choc quand on était, c'est la courbe rouge, et quand on ajoutait du rituximab encore autour de l'autogreffe, on faisait encore mieux. Et pour des malades, non pas un facteur de mauvais pronostic, mais 2 ou 3 facteurs de mauvais pronostic, donc des malades beaucoup plus graves, qui habituellement sont en dessous des 50%, avec le choc, vous voyez qu'on avait des résultats qui n'étaient pas si mauvais que ça avec l'autogreffe. Donc ça reste discuté, mais ça reste tout de même à l'ordre du haut. On en fait encore. On cherche simplement à voir avec les protocoles actuels si on peut réserver ce traitement plus lourd à une certaine population de patients qui nécessitent absolument cette population, ce traitement. Ça, c'est un essai italien qui a montré exactement la même chose. En bleu, vous avez les malades avec l'autogreffe. En orange, les malades qui avaient du choc. Et vous voyez aussi
qu'il y avait une différence significative. Et ça, c'est un essai américain qui montre exactement la même chose. Le choc dans les deux bras, mais également l'autogreffe avec un traitement meilleur. Il faut savoir que si on regarde la survie sans progression, il y a des différences très nettement significatives. Lorsqu'on s'adresse à la survie globale, ces différences sont moins importantes et dans cet essai-là en particulier ne sont pas significatives. Donc là, j'arrive à la fin des années 1998, les essais avec le rituximab. Le premier essai, la phase 1 avec le rituximab, date de 1994. Mais le développement a été assez lent et les essais avec ce médicament ont réellement commencé dans la fin des années 90. Donc ça, c'est le CD20 et un schéma de l'anticorps du rituximab. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires importants. Ce qui est important, l'anticorps est important. Comment il est fait, on verra qu'il y a d'autres anticorps. Et la nature de l'anticorps, si c'est une IgG, comment est la fraction FC, comment est la fraction FAB de l'anticorps, tout ça est très important, mais ce n'est pas suffisant. L'antigène est également important. Et on verra qu'il y a d'autres anticorps qui essayent de targeter d'autres parties de cet antigène et qui ont des résultats inférieurs ou pas superposables. Donc l'antigène et en particulier la partie de l'antigène qui est attachée à l'anticorps, que reconnaît l'anticorps, est important. Et puis il y a aussi le patient qui est important dans l'activité des anticorps, puisque c'est souvent une activité immunologique, une antibody dépendance cellulaire cytotoxicité, une toxicité dépendante du complément, dépendant des cellules, et cellules NK, macrophages. Donc tout ça joue, et il faut dire que c'est un peu par hasard que cet anticorps a été trouvé, le rituximab, et il faut savoir que le laboratoire qui l'a fabriqué ne croyait pas vraiment à ces possibilités. Et là, c'est pour ça que son développement a été très lent, parce qu'il pensait qu'un anticorps, ça va marcher un petit peu dans les formes très indolents, et ils se sont complètement trompés. Maintenant, on a pu montrer depuis que les anticorps étaient importants, et qu'il y a d'autres cancers, et vous connaissez le développement d'Herceptine dans le cancer du sein, par exemple, qui est très important. Donc il y a les anticorps anti-cellules cancéreuses marchent dans un certain nombre de maladies. Ça, c'est le premier essai qui a montré que lorsqu'on associait un anticorps, là, le rituximab et la chimiothérapie, on avait des résultats bien supérieurs à la chimiothérapie standard. Vous voyez la définition en survie globale, bénéfice important. C'était chez une population particulière de patients, des patients de 60 à 80 ans, qui ont des résultats moins bons que des patients plus jeunes. On n'est jamais autour de 80%, 90% dans ces patients, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont réfractaires. Vous voyez qu'il y a un taux de progression très rapide au début, qui répondent mal au traitement, et un certain nombre de malades qui décèdent en rémission complète du fait des maladies associées. C'est des populations de patients qui sont difficiles à traiter déjà le 60-80, nous reviendrons au bout de 80 ans plus tard. Ça, c'était dans les lymphomes diffus à grande cellule B, excusez-moi, je n'ai pas dit, c'est les lymphomes diffus à grande cellule B du sujet âgé. C'est également valable dans toutes les lymphomes B, comme exemple, c'est les lymphomes folliculaires, où on a 4 essais qui ont comparé une chimiothérapie avec la même plus le rituximab. Et vous voyez, dans tous les cas, il y avait une augmentation du taux de survie qui était significatif. Donc c'est sûr, dans tous les cas, ça a été prouvé par des essais randomisés que la chimiothérapie plus rituximab faisait bien mieux. Simplement, nous pouvons montrer ce que ça donne. Et chez les lymphomes folliculaires, qui sont des lymphomes indolents, c'est des lymphomes qui rechutent, comme je vous l'ai dit, régulièrement, même pendant les 15 ans qui suivent le diagnostic. Et comme il a été testé ce qu'on appelle une maintenance, c'est-à-dire un traitement d'entretien avec du rituximab. Et dans cet essai, c'était une injection de rituximab tous les 2 mois pendant 2 ans. 12 injections supplémentaires. Et vous voyez que par rapport aux des malades qui avaient reçu la même chimiothérapie de type R-CHOP,
ou RCVP, il y a le fait de faire une maintenance diminue le taux de rechute et augmente la survie, même si pour l'instant ce n'est pas significatif, parce que sur l'essai n'est pas très vieux, le suivi pour l'instant de cet essai est pas très important, donc la plupart des malades sont rattrapés. Donc les questions actuelles, est-ce que cette notion de maintenance qui va maintenir la rémission complète, qui va avoir une efficacité chez les patients en rémission complète mais avec persistance de cellules pathologiques, est-ce que cette maintenance est valable pour tous les lymphomes? C'est la question importante. Ça vient d'être montré par un essai européen dont les Belges ont participé dans le lymphome à cellules du manteau. Il était publié cet été dans le New England Journal of Medicine, où la maintenance dans le lymphome à cellules du manteau apportait également quelque chose, comme dans les lymphomes folliculaires, avec un bénéfice significatif. Pour l'instant, dans les lymphomes diffus à grandes cellules, qui sont les lymphomes les plus fréquents, tous les essais qui ont essayé de montrer que la maintenance apportait quelque chose, en fait, ont été un échec. Donc, cette maintenance n'est certainement pas valable dans tous les cas, et il faut sélectionner les populations. Le problème, c'est quelle dose d'anticorps, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Donc, on dit entretien. Les essais dont je vous ai parlé ont fait 2 ans, mais il y a d'autres essais qui ont fait qu'1 an. Il y en a un qui est en cours, qui n'a pas encore apporté ses résultats, qui a fait 5 ans. On ne sait pas du tout combien de temps on peut maintenir, et si on maintient suffisamment longtemps, est-ce qu'on finit par guérir des malades qui n'ont pas été guéris par la chimiothérapie, c'est-à-dire que ces fameuses cellules lymphomateuses persistantes finissent par disparaître avec la maintenance. Et est-ce qu'on a un anticorps meilleur que le rituximab? La question n'est pas résolue pour l'instant. Le rituximab a apporté beaucoup de choses. Donc il y a des tas de laboratoires pharmaceutiques qui ont essayé de faire ce qu'on appelle des MeToo en anglais, des rituximab-like, qui pour avoir le même médicament et faire également le même bénéfice. Mais jusqu'à présent, ça a tous été un échec. Donc le rituximab est réellement un médicament merveilleux qui a été trouvé par hasard. Donc Roche a des nouveaux médicaments actuellement qui sont en cours d'essai, mais pour l'instant on n'a pas la preuve qu'ils sont meilleurs. Simplement, c'est celui-là, celui qu'on appelle le GA101, qui est en cours d'essai. Ce qu'on sait pour l'instant de cet anticorps, c'est que chez des malades qui sont réfractaires au rituximab, c'est-à-dire qui progressent pendant qu'on fait un traitement pendant le rituximab, et ben, un certain nombre d'entre eux répondent. Donc c'est le mécanisme d'action n'est certainement pas le même, et il permet de passer outre. Est-ce que ça sera suffisant pour augmenter le nombre de malades guéries? Pour le moment, personne ne sait. La radioimmunothérapie. Donc là, je vais passer à des anticorps plus complexes. C'est des anticorps où on attache quelque chose, et l'anticorps a plus un effet de transporteur qu'un effet de thérapeutique. C'est-à-dire qu'il n'a pas très peu d'efficacité antitumorale par humaine, mais il sert de transporteur pour amener au niveau des cellules pathologiques des médicaments. Dans le cas de la radioimmunothérapie, c'est des électrons toxiques. Et ce qui est intéressant, parce que ça permet de traiter les cellules qui sont éventuellement non marquées par l'antigène, qui ne portent pas l'antigène. On sait qu'il y a quelques cellules chez les rechutes qui sont CD20 négatives, même si la très grande majorité au diagnostic, si ce n'est pas 100%, c'est 99,99% sont CD20 positifs. On sait qu'au cours de l'évolution, un certain nombre de ces malades deviennent réfractaires et perdent l'expression du CD20. Et là, si on ajoute la radioimmunothérapie, donc des anticorps, ils peuvent traiter les cellules avoisinantes qui sont négatives. Donc c'était très intéressant. Malheureusement, les 2 laboratoires qui ont fait ça se sont très mal débrouillés, n'ont jamais réussi à développer correctement ces 2 médicaments. Et la radiothérapie va disparaître, la radioimmunothérapie va disparaître. Il y a un seul médicament qui existe en Europe,
le Zevalin, il est très peu utilisé parce que personne ne sait comment l'utiliser. Et il est très cher. Il y avait cependant des essais intéressants. Par exemple, c'est un essai qui montre que, avec ou sans radio-immunothérapie, il y avait une différence en taux de rémission et de rechute. Vous voyez, c'était intéressant, il y avait une activité, mais malheureusement, ces médicaments vont disparaître si personne ne puisse les utiliser. Par contre, l'avenir, le futur des anticorps, c'est ce qu'on appelle les antibody drug conjugates, c'est-à-dire où on a un anticorps qui sert de transporteur, auquel on attache une toxine, non pas un radioisotope, mais une toxine qui peut être un médicament. Et souvent, c'est actuellement des dérivés de l'oncovin, mais ça peut être d'autres médicaments dans le futur. Et ce qui est important, c'est d'avoir ces linkers pour ces médicaments, c'est-à-dire cette molécule qui va attacher la toxine à l'anticorps. Puisque ce linker doit être très particulier, il doit être suffisamment stable pour que la toxine ne soit pas relarguée dans le courant sanguin, parce que dans ce cas-là, on aura une toxicité. Et les premières immunotoxines qui ont été développées dans les années 90 ont toutes été abandonnées du fait de leur toxicité, parce que la toxine était libérée, et il y avait en particulier une toxicité hépatique qui était très importante. Mais actuellement, on a des linkers qui sont tout à fait stables, mais il doit être aussi suffisamment labile pour qu'une fois que la molécule a été intégrée dans la cellule, a été phagocytée, qu'il y ait une lyse qui survienne de ce linker, et que la toxine soit libérée à l'intérieur de la cellule et puisse agir. Donc c'est très particulier et toutes les connaissances biochimiques ont été nécessaires pour développer des linkers qui soient fiables. On en aura probablement d'autres dans le futur, mais ceux dont on dispose actuellement sont très fiables, très importants. Juste un exemple, c'est une molécule qui s'appelle le brentuximab vedotin, qui est dirigé contre le CD30. Vous savez que le CD30 est un antigène particulier qu'on trouve dans le lymphome de Hodgkin, pratiquement 100% des cellules, un certain nombre de lymphomes à cellules T, les lymphomes qu'on appelle les lymphomes anaplasiques à grandes cellules, qui sont CD30 positifs, et d'autres, ça existe aussi, un certain nombre de lymphomes B qui sont porteurs du CD30. Vous voyez que donc cet anticorps a été couplé à un produit qui est dérivé de la vincristine et donc il y a une toxicité sur les fuseaux et sur les tubules intracellulaires et qui est très important puisque vous voyez dans le premier essai, le taux de rémission complète était important, le taux de rémission complète était faible, le taux de rémission était important puisque uniquement 2 ou 3 malades ont progressé durant le traitement et que tous ont répondu et la majorité ont une réponse de plus de 50%, donc une réponse partielle chez des malades qui étaient réfractaires à la chimiothérapie, qui avaient déjà eu une autogreffe, qui avaient rechuté avec l'autogreffe, donc des malades très particuliers pour lesquels on n'avait aucun traitement et qui ont un très bon résultat. Ces anticorps sont en cours de développement. Il y en a beaucoup dans le lymphome. Il y en a également dans d'autres des anticorps qui sont dirigés contre des cellules tumorales dont on est solide. Et il y a 2 ou 3 juste qui viennent paraître dans le New England Journal of Medicine. Le premier essai avec le cancer du sein, avec l'herceptine plus toxine, qui montre un bénéfice nettement significatif chez les cancers du sein métastatiques. Donc ça va être développé et dans tous les cancers, et c'est certainement un des futurs de malades réfractaires. Donc il y a actuellement beaucoup d'anticorps qui vont être testés dans le lymphome. Le problème est de savoir quelle est la toxine qui sera la meilleure. Et actuellement, il y a une toxine qui est utilisée, mais il y en a certainement d'autres qui sont utilisables. Par exemple, chez l'animal, pour l'instant, il y a des anticorps couplés à la doxorubicine ou à d'autres médicaments anticancéreux. Et le problème va être de savoir comment on peut les incorporer dans la chimiothérapie. Ces anticorps ne vont pas guérir les malades tout seuls, ils vont permettre de guérir plus de malades en association avec la chimiothérapie. Et le problème va être de savoir comment incorporer les deux, puisqu'il y a une toxicité qui est un peu supérieure à l'anticorps seul, comme le rituximab.
Et je termine par les molécules du futur, qui sont des molécules qui donc sont dirigées contre un maillon du cycle cellulaire qui commande l'apoptose. Et il y a beaucoup il y en a beaucoup actuellement, des inhibiteurs de BTK. BTK, c'est un récepteur B cellule, mais également comme le PI3 kinase inhibiteur, qu'on retrouve dans tous les cancers, les IDAC inhibiteurs, les IMID comme le lénalidomide ou le BCL2. Donc il y a des tas de molécules qui sont actuellement testées. On dit qu'il y a plus de molécules que de patients à mettre dans les essais. Ce qui sont importants, c'est que c'est l'exemple du récepteur BTK que vous voyez ici, et avec également la voie d'activation du NF-κB. Et donc on a des molécules qui vont targeter le SYK ou le BTK ou d'autres enzymes clés de ces voies intracellulaires pour induire l'apoptose et avoir une mort cellulaire. Donc actuellement, par exemple, si on prend l'exemple du BTK inhibiteur, dans le lymphocyte, c'est dans les leucémies un peu chroniques, vous voyez que ce BTK inhibiteur a une efficacité chez des malades toujours qui sont réfractaires au traitement standard, qui est très intéressante. Il a une certaine toxicité. Le problème, c'est de savoir comment on va l'employer dans le futur. Au moment où les essais de phase 2, les essais de phase 3 commencent, mais certainement un avenir de ces molécules a un intérêt important. Lénalidomide aussi, par exemple, lénalidomide et d'autres molécules sont importantes. C'est des molécules qui ont plusieurs effets. Ils ont des effets toxiques sur les cellules cancéreuses, mais également des effets sur les cellules immunitaires, que ce soit les cellules NK ou les cellules T, pour augmenter l'effet anti-lymphome. Et ça marche aussi dans le myélome, comme vous le savez. Et donc actuellement, on envisage de pouvoir faire des traitements sans chimiothérapie dans certains lymphomes. Et c'est l'exemple d'un essai qui est en cours, où il y a le bras standard qui est du R-chimiothérapie, R-CHOP, suivi de rituximab en entretien dans des lymphomes folliculaires. Et de l'autre côté, il y a simplement ce qu'on appelle le R-square, c'est-à-dire du rituximab associé à du Revlimid, qui est le nom commercial de lénalidomide. Et ces malades sont traités uniquement sans chimiothérapie. Il semble qu'on puisse avoir des résultats très spectaculaires sans employer chimiothérapie. Ça a été démontré en phase 2, maintenant on le fait en phase 3. Et il est sûr qu'à l'avenir, dans les lymphomes, on va pouvoir guérir les patients en employant de moins en moins de chimiothérapie, donc en étant de moins en moins toxiques. Juste un mot pour les lymphomes du sujet âgé. Vous voyez, ça c'est l'incidence des lymphomes du sujet âgé en fonction des années. Et vous voyez, en fonction de l'âge, l'incidence des lymphomes en fonction de l'âge, vous voyez que très nettement, en rouge c'était il y a une vingtaine d'années, et en bleu c'est actuellement, et qu'on a une augmentation de ces lymphomes qui est due au fait qu'on a de plus en plus de sujets qui ont plus de 80 ans. Et donc, c'est une raison, et c'est les sujets de plus de 80 ans, le lymphome est un cancer fréquent. Donc, il faut s'en occuper, et chez ces sujets, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils meurent non pas de la toxicité des traitements qu'on peut proposer, mais ils meurent du lymphome. Donc, il faut réellement, même chez ces sujets qui ont d'autres maladies qui sont vieux, il faut faire un traitement efficace, comme chez des sujets jeunes. Il faut le faire efficace, mais également tenant compte de patients. Donc on utilise actuellement des chimiothérapies un peu allégées, et vous voyez qu'on peut, ça c'est la survie, on peut avoir une survie de 50% à 2 ans chez ces malades de 85 ans, 90 ans, sans problème, il faut les traiter. On ne va pas les guérir pour 20 ans, mais on peut leur donner 2-3 ans de plus, sans problème. Et j'ai même des malades qui ont maintenant 10 ans après leur lymphome de cette catégorie et qui sont toujours vivants. Il faut toujours traiter les sujets âgés comme des sujets jeunes. En conclusion, nous avons fait des progrès très importants dans le lymphome durant ces 20 dernières années. Ça n'empêche qu'il persiste des problèmes.
des malades qui sont réfractaires d'emblée, on commence à les reconnaître, il faut leur proposer des traitements spéciaux, les rechutes, les lymphomes T. On a fait des progrès majeurs et très importants dans le lymphome B, on n'a pratiquement pas fait de progrès dans le lymphome T. Ça représente même 15% au moins des patients. Donc il faut faire quelque chose. Et toutes ces nouvelles molécules, que ce soit les anticorps, les immunotoxines ou les molécules dirigées sur certaines protéines, enzymes indispensables du cycle cellulaire, vont certainement nous aider, mais pour le moment, c'est pas très bien lesquelles il faut utiliser. Merci de votre attention.